Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Maud Guézard, deux réflexions notamment pour les étudiants. L'une sur l'analyse de l'hégémone, avec l'idée que, au fond, une puissance hégémonique va toujours dans le sens d'allier, d'une institutionnalisation de sa relation avec les alliés, ce qui manque à la Chine. Et puis cette autre réflexion sur le fait qu'une puissance hégémonique interfère dans les relations avec les tiers. Alors, c'est assez intéressant de voir la manière dont vous l'avez traité à l'instant pour l'Asie, parce que pour les Européens, on se dit quand même qu'il y a quelques reliefs encore d'une forme hégémonique vis-à-vis de leur politique, à l'égard de l'Iran, à l'égard de la Russie, à l'égard de la Turquie, à l'égard de la Chine, Huawei par exemple, la politique de sanctions. Donc voilà, c'était juste une petite notation en passant sur les divers ressentis, mais je pense que la dernière partie de votre intervention, notamment sur la discipline technologique ou le risque de mise en coupe réglée du monde par des technologies très dominantes, doit évidemment susciter nos interrogations, nos efforts pour évidemment échapper à un monde soit qui se fragmenterait en fonction d'univers technologiques désormais complètement indépendants et non communicants ou difficilement communicants entre eux, ou alors d'une domination qui effectivement a des prolongements parfois inquiétants, notamment sur la vie de nos sociétés, le fonctionnement de la démocratie, etc. etc. Je clôt ces remarques de rebond et je vous passe la parole peut-être pour une dizaine de minutes, comme vous voulez, vous l'organisez. Oui, parce qu'il faut aussi laisser la parole à la salle. Donc, Maud, prenez Parfait. Le temps qu'il vous faut, mais prenez-le vite. Alors, sans transition, d'abord, je vais remercier notre invité pour son passionnant exposé avec peut-être une dizaine de points que j'aurais pu reprendre. Alors, on va choisir, on va se concentrer un peu sur ce qui pourrait être essentiel pour nous. Je pense que je retiendrai de votre intervention avec beaucoup d'intérêt ce retour du débat sur le déclin de l'hégémone américain, qui n'est pas finalement un débat particulièrement nouveau pour nous aussi en Europe, mais surtout pour les Américains. Car la question du déclin américain, y compris en politique étrangère, c'est un peu un marronnier américain que l'on connaît depuis la fin des années 80 avec l'ouvrage de Paul Kennedy donc sur cette question. Ce que je retiendrai surtout, les points sur lesquels j'aimerais insister, c'est certainement l'alternative possible que les Américains peuvent apporter à la Belt and Road Initiative, ce qui est un des principaux challenges ou défis pour les États-Unis aujourd'hui, c'est comment effectivement trouver une alternative à la stratégie du parapluie militaire américain, qui a été celle finalement en Asie qu'ils ont privilégiée jusqu'à présent et qu'ils continuent aussi de soutenir. Mais est-ce qu'ils peuvent proposer finalement une stratégie alternative à celle du grand dessein chinois ou au rêve de Xi Jinping dans la zone et qui leur pose vraiment problème? Et puis surtout, est-ce que les Américains sont capables aujourd'hui toujours de maintenir ou de construire un avantage comparatif dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone grise? Donc, il en a été question dans l'exposé de notre invité à plusieurs reprises, et c'est sur ces points que j'aimerais insister, car ce dont il a été question, c'est cette peur qu'on a à Washington du Made in China 2025, c'est-à-dire que les Chinois pourraient supplanter les Américains sur un des domaines dans un des domaines dans lesquels ils ont été pionniers et surtout champions jusqu'à présent depuis les années 90, c'est-à-dire l'innovation technologique. Donc on l'a rappelé en conclusion avec la question de l'intelligence artificielle qui est bien sûr au cœur des préoccupations et des compétitions de puissance aujourd'hui entre la Chine et l'Asie, pas seulement la Chine et les États-Unis, mais aussi l'ensemble des puissances de la zone, puisque notre invité l'a rappelé, aujourd'hui on se rend compte qu'avec la présidence Trump, on a un bouleversement des alliances à plusieurs niveaux. On pose la question du maintien des alliances militaires, de la nécessité peut-être aussi de les repenser ou de les reformuler. C'est le cas, par exemple, entre les États-Unis et les Philippines, mais ça pourrait être aussi le cas entre les États-Unis et le Japon, et j'aimerais que notre invité nous donne son sentiment aussi sur cette question, puisqu'il a été question lors de la visite de Mike Pompeo l'année dernière, donc en mars 2019,
Mike Pompeo a fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, une tournée aussi en Asie, et il a voulu essayer de rassurer les alliés de cette zone Asie si importante, y compris les Philippins, en disant, et c'était la première fois que les Américains, depuis très longtemps, venaient apporter leur réassurance dans la zone. Si je prends cet exemple du voyage de Pompeo et de cette déclaration qu'il a fait dans les Philippines, c'est parce qu'il y a peut-être des points là de parallélisme avec le Japon. Donc la question des alliances, elle est au cœur de nos préoccupations, parce que ce qui se passe en Asie pose question et interroge aussi notre propre relation avec l'hégémone américain, puisque c'était la question. Une relation finalement qui n'est pas bilatérale, mais qui serait presque tripartite, parce que si l'on écoute bien notre invité, on se rend compte que la Chine étant toujours présente, finalement, ce qui se passe dans cette compétition renouvelée entre la Chine et les États-Unis sur le théâtre asiatique concerne aussi l'Europe et donc pose question pour nous. Alors, j'ai relevé beaucoup de points, mais moi, ce que je trouve particulièrement intéressant à discuter aussi aujourd'hui, donc c'est peut-être à apporter aussi comme complément, c'est de dire que quand même, et c'est là que je nuancerai un peu le propos de notre invité avec notre perspective européenne, c'est que quand on a été très attentif en Europe à la réaffirmation d'une stratégie indo-pacifique par l'administration Trump, qui en a fait finalement le cœur d'une stratégie qu'on pensait être pas très organisée. Et depuis l'automne 2018, l'administration Trump met l'accent sur la nécessité de se maintenir donc, dans la zone Asie étendue, pas seulement Asie-Pacifique, mais Asie-Pacifique plus Océanie, pour maintenir finalement une hégémonie qui date du 19e siècle aux États-Unis, puisque je vous rappelle que la puissance américaine s'est d'abord construite comme une puissance du Pacifique et une puissance navale. Donc c'était très important pour Mike Pence d'abord, puis pour le président Trump, et ensuite pour le Pentagone, de produire aussi un document stratégique plus spécifique qui allait préciser comment les États-Unis étaient capables de se maintenir dans cette zone, donc Asie et Indo-Pacifique. Ça a été rappelé par le ministre de la Défense américain en juin 2019 lors du Shangri-La Dialogue, qui est donc ce grand forum de dialogue sur la sécurité en Asie. Et à cette occasion, si vous vous rappelez, donc à l'époque c'était Patrick Shanahan, je sais qu'il y a eu beaucoup de ministres de la Défense sous Trump, Mattis, Shanahan et maintenant Mark Esper. Et donc en juin de l'année dernière, c'est Patrick Shanahan qui disait que l'Indo-Pacifique était le théâtre stratégique prioritaire pour les États-Unis, donc que la compétition qui allait se livrer aussi sur ce théâtre avec la Chine allait être sur un terrain géostratégique. Mais on a vu très rapidement qu'il y avait un glissement, une tension de cette stratégie américaine qui ne portait pas simplement sur le fait de renforcer la Navy ou la marine américaine dans la zone, comme l'avait fait Obama en son temps, mais aussi d'être présent sur un autre terrain de conflictualité, qui est le terrain de conflictualité du cyberespace aussi, puisque aujourd'hui, la compétition que se livrent la Chine et les États-Unis ne se livre pas que dans des espaces physiques, mais aussi dans des espaces cyber. Et ce sont des stratégies très complémentaires que le grand géant chinois semble opérer dans cette zone-là, puisque si on prend des exemples très concrets, celles des disputes territoriales qui ont été évoquées par notre invité, donc dans la zone du Vietnam, du Japon ou encore des Philippines que j'évoquais tout à l'heure, on observe et on a observé particulièrement au cours de l'année 2019, qui a été une année où les démonstrations de force et la compétition de puissance dans la zone ont été particulièrement marquantes. Non seulement le recours par la Chine à des stratégies dites hybrides, c'est-à-dire qu'on utilise des milices paramilitaires pour essayer de rappeler un petit peu quelles sont, remettre en cause finalement la souveraineté de certaines moyennes puissances de la zone, en faisant des démonstrations de force. Et ces démonstrations de force sont aussi accompagnées d'attaques cyber, donc qui sont menées par les unités cyber chinoises. Et donc, cela pose question. Attaques cyber, mais vous pouvez préciser ce que vous avez dit sur la fermentation avant le cyber, sur les déstabilisations? Alors, sur les disputes territoriales, on voit bien là, la polarisation, etc. Oui. Mais c'est plutôt, est-ce qu'il n'y a pas une politique de proxy quand même? Il n'y a pas une politique d'agitation, d'instrumentalisation de mouvements de déstabilisation?
Alors aussi, mais moi ce que je voulais essayer de montrer, c'est qu'il y a des stratégies complémentaires en fait qui sont des stratégies dites de guerre asymétrique employées par la Chine et qui nécessitent pour les États-Unis de trouver des réponses qui soient adéquates. Mais elles restent plutôt dans le domaine cyber, dans ces dimensions-là, où elles peuvent avoir Alors, elles ont des implications dans l'espace physique, parce que quand on parle de guerre hybride, on fait référence aussi bien au fait d'utiliser des milices paramilitaires qui vont soutenir en fait des actions offensives chinoises. Ou plus précisément, parce qu'on voit bien les aspects... Dans les 200 000 nautiques qui sont autour des îles qui sont en fait disputées dans cette zone-là. Oui, les Spratley, etc. Voilà. Et puis, ce qu'on a observé en 2012, en 2014 et en 2019, c'est que à la suite donc, de ces démonstrations de force dans l'espace maritime, il y avait des interventions chinoises sous la forme de cyberattaques qui posaient question aux puissances de la zone, qu'elles soient vietnamiennes ou philippines ou autres. Et donc, il y a eu une demande en fait de certains pays de la zone, et j'aimerais que notre invité puisse peut-être nous éclairer aussi sur ce point. Je pense notamment aux Vietnamiens aussi, ou aux Philippins, qui ont essayé qui veulent de la formation sur leur capacité cyber pour pouvoir former en fait eux-mêmes des unités et être capables de répondre ou de sécuriser leurs systèmes, leurs infrastructures de défense. Donc ça, c'est au cœur des enjeux finalement très contemporains de la zone Asie, et c'est aussi dans ce cadre que se manifeste la compétition de puissance entre les États-Unis et la Chine. Donc, ce que je voulais peut-être rappeler, alors vous n'avez pas tout à fait mentionné, mais c'est vrai que l'administration de Trump a essayé de proposer un better deal pas très convaincant, et là je vous rejoins complètement, avec cette législation qui est le Build Act de 2018, qui était une législation finalement très bipartisane et un peu consensuelle, qui a voulu être mis en place donc pour essayer de proposer des investissements américains dans des petites et moyennes puissances de la zone Asie et Asie centrale. Et là, je vous rejoins aussi. L'administration Trump, en fait, n'a absolument pas été convaincante, puisqu'on sait bien qu'il y a certaines zones qui sont restées sous le radar donc des États-Unis. Et en cela, on ne peut pas vraiment dire que les États-Unis s'affirment sur le volet économique comme une puissance hégémonique. Et là, je vous rejoins tout à fait, malgré les velléités de développer cela. Mais si je peux apporter une nuance à ce qu'on a pu évoquer, finalement, et je pense que c'est très important quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis aussi sur le plan intérieur, c'est que si les États-Unis ne se sont pas mis en ordre de bataille finalement pour proposer une autre alternative que l'endiguement militaire, c'est aussi et surtout parce que en fait, l'administration Trump a fait exploser les piliers du pivot asiatique qui étaient déjà finalement non pas seulement en germe, mais en marche depuis l'administration Obama et avant, en décidant de se retirer du Trans-Pacific Partnership que vous avez évoqué aussi. Et donc, s'il n'y a pas de volet économique, une vraie alternative à proposer, ça veut dire qu'effectivement, on fait exploser les alliances commerciales et que donc on privilégie le bilatéral, le minilatéral, parce que c'est un effet de levier important pour l'administration Trump, donc sur les petites et moyennes puissances de la zone. Et sur l'aspect militaire, le cavalier seul sur la Corée du Nord, absolument, qui a concerté avec aucun des alliés, quand même, ni japonais, enfin, sur les Coréens du Sud, oui, mais pas les Japonais, en tout cas. Oui, alors je pense que ça va être quelque chose, si je me permettrai juste cette petite prospective, si Donald Trump est réélu, parce que je garde quand même des éléments pour Super Tuesday demain, oui, puisque ça va être quand même le moment où on va peut-être voir se profiler voilà, l'idée d'un concurrent ou d'un interlocuteur pour Trump, en tout cas jusqu'en novembre. Après cette phase-là, effectivement, il faudra se reposer
la question de la continuité de la stratégie de Trump vis-à-vis de la Corée du Nord. Et effectivement, sans doute le président, comme tous les autres présidents américains avant lui, aura-t-il les mains davantage libres pour pousser en fait sa ligne. Et donc c'est quelque chose que nous aurons sans doute à surveiller. Mais ce que j'aimerais qu'on discute avec vous et qu'on retienne aussi beaucoup de votre intervention, qui me paraît absolument majeure et que peut-être on discute un petit peu moins quand on parle de compétition de puissance Chine-États-Unis, c'est la guerre, non pas de l'information, mais la guerre pour le contrôle des données. Finalement, la plus grosse compétition à l'œuvre, c'est celle pour le big data que vous avez mentionné. Et je pense que votre présentation finalement d'un ordre international qui serait bouleversé par de nouvelles normes et avec deux standards que vous évoquiez, d'un côté un standard chinois et de l'autre d'autres alliances qui seraient donc États-Unis, peut-être Europe, mais aussi Japon et Corée, ce qui peut paraître toujours un petit peu surprenant aussi quand on connaît aussi l'histoire de la zone Asie. Même si je mettrais un petit bémol, c'est sur la guerre des semi-conducteurs, parce que peut-être que là, il y a un petit bémol à apporter à ces alliances technologiques. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'effectivement, les Américains sont effectivement challengés sur le terrain de leur propre soft power, c'est-à-dire le pilier de la puissance technologique, mais on le disait en slide ou juste avant de commencer cette conférence, il n'y a qu'un seul MIT, ça c'est ma vision d'américaniste, même si le président Xi veut faire de Shenzhen une nouvelle Silicon Valley, pour l'instant il n'y a pas d'université chinoise qui soit à même de proposer de la recherche internationale, de la recherche sur l'intelligence artificielle ou autre, et de publier au même rang que le MIT. Peut-être que ça viendra, mais il y a quand même une raison majeure à cela et un frein énorme, c'est finalement la liberté de recherche que l'on peut avoir si l'on va faire de la recherche en Chine. Donc on a des départements sinisés aux États-Unis, et donc finalement un des atouts américains, même s'ils sont challengés sur les alliances, même s'ils sont challengés sur la recherche, il leur reste quand même un atout majeur, c'est cette capacité d'attractivité et d'attraction et finalement de laboratoire de la recherche internationale qui reste important. J'espère qu'ils vont mettre à profit pour nous sortir du coronavirus aussi. C'est le souhait du président Trump. Je rappelle mes deux questions puisque c'était la règle. Donc c'était surtout l'alternative à la BRI. Est-ce que ça paraît possible? Et puis est-ce que les États-Unis peuvent maintenir un avantage comparatif dans la zone grise sur le plan technologique pour proposer autre chose, alors qu'ils ont adopté une posture quand même sur le plan technologique beaucoup plus offensive et qu'ils ont doté leur cybercommande de nouvelles prérogatives aussi très offensives. Merci beaucoup et je serais ravie d'écouter vos réactions.